Bonjour à tous. Alors, dans la suite de notre podcast, c'est l'épisode numéro 2. Je suis avec Nathaniel Drey. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je rappelle le premier épisode, Nathaniel. On a quitté la France, on s'est déconnecté fiscalement, on est venu en Israël, on est considéré comme un résident étranger en France et un nouveau résident fiscal israélien. Voilà, tout à fait. Dans le premier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on a abordé le principe d'arriver en Israël, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver en Israël et pour démarrer l'Aliyah de la meilleure des manières. Et je t'avais posé la question, Nathaniel, qu'est-ce qu'on avait besoin de faire? Tu m'avais dit surtout bien se déconnecter de France, déjà. Et en Israël, c'est en fait la situation de la personne qui va définir sa résidence fiscale ou non. Il n'y a pas vraiment quelque chose à faire lorsqu'on arrive en Israël. Voilà, tout à fait. Et comme on l'avait expliqué, c'est important quand on quitte une pièce de la quitter correctement avant de rentrer dans la nouvelle pièce. Donc là, dans cet épisode, c'est l'épisode donc numéro 2, on va expliquer qu'est-ce qu'il convient de faire la première année, quels sont les petits réflexes à adopter dès l'arrivée en Israël. Donc si en fait une personne est arrivée en Israël et donc est considérée comme résident fiscal israélien, on ne peut pas vraiment savoir s'il est résident fiscal israélien ou non si on n'a pas vu combien de temps il passe en Israël et s'il n'a pas un peu son centre de vie en Israël, comme tu m'avais dit. Voilà, tout à fait. En fait, en Israël, Israël est l'un des seuls pays au monde qui dispose d'un accès sur les entrées et sorties du territoire. Je vous rappelle qu'en France, comme la France fait partie de l'espace Schengen, l'espace européen, il n'y a pas de possibilité pour la France de contrôler si oui ou non vous êtes rentré sur le territoire français. Par contre, en Israël, étant donné que toutes les frontières sont fermées et que toutes les frontières sont contrôlées, Israël constate à chaque fois que vous entrez en Israël, ça va laisser une trace au ministère de l'Intérieur. Les impôts en Israël sont connectés en temps réel aux données du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, le système fiscal israélien permet de savoir de manière très très précise le nombre exact de jours que la personne a fait en Israël. Et si je ne me trompe pas, Nathaniel, une personne qui a fait son Aliyah et qui est devenue israélien et qui a donc un passeport israélien, si je ne me trompe pas, il est obligé de rentrer sur le territoire israélien avec son passeport israélien. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui va en fait pouvoir permettre au ministère de l'Intérieur de bien noter ses jours et au fisc de savoir si cette personne est là ou non. Voilà, alors pour le ministère de l'Intérieur, effectivement, ils ont des règles qu'ils mettent à jour assez régulièrement. On en avait parlé dans le précédent épisode. Par rapport au fisc, les données du fisc ne sont pas exactement les mêmes que celles du ministère de l'Intérieur. Pour être considéré comme résident fiscal en Israël, il faut répondre à l'un des 3 critères suivants. Le premier critère, c'est de passer au moins 6 mois, c'est-à-dire 183 jours et plus, sur le sol israélien. Ah donc 183 jours, comment ça se compte? C'est-à-dire on prend les entrées et sorties, on voit la date d'entrée, la date de sortie du territoire, et on fait le compte. Exactement, et je précise également qu'il faut faire +1 quand vous faites votre petit Excel pour calculer combien de jours vous avez passé. En fait, le jour d'entrée et le jour de sortie sont considérés comme un jour à part entière. Donc si vous partez du dimanche au jeudi, eh bien vous avez passé 5 jours complets en dehors du territoire. Ok, donc on a le certificat de résidence fiscale israélien qui est donné en fonction du nombre de jours qu'on a passé sur le territoire. Voilà, ça c'est le premier critère. On va vérifier si vous avez fait au moins 6 mois dans l'année en question. Deuxième option, pour les personnes qui sont là depuis au moins 3 ans, on a la possibilité d'aller vérifier en cumulé sur l'année en cours et les 2 années précédentes, est-ce que au total, vous avez fait 425 jours. C'est, pour prendre un exemple, vous avez fait votre Aliyah en 2023, eh bien, en 2025, on va aller vérifier si, en cumulé sur 2025, 2024 et 2023, vous avez dépassé 425 jours. Si vous faites la moyenne des 3, ça fait à peu près 142 jours. Donc, c'est pour ça que souvent, en consultation, on va indiquer aux gens que même s'ils n'ont pas fait 6 mois chaque année, il y a quand même la possibilité pour Israël de les qualifier en tant que résidents fiscaux israéliens parce qu'Israël va se laisser en fait plusieurs tiroirs, plusieurs solutions pour aller vérifier si oui ou non ils sont résidents fiscaux israéliens ou pas. Mais il y a un minimum de jours. Par exemple, une personne fait 300 jours une année et 125 jours l'année prochaine. Il peut passer 0 jours? Non, il ne peut pas passer 0 jours. Effectivement, il faut faire au moins 30 jours dans l'année concernée. Donc pour reprendre notre exemple, si la personne a fait sa Aliyah en 2023, il a fait 300 jours. En 2024, il a fait 125 jours. Et en 2025, il a fait 25 jours. Eh bien, ça ne suffit pas. Il aurait fallu qu'en 2025, il fasse au moins 30 jours pour ouvrir le deuxième tiroir, entre guillemets, la deuxième option. Ok, donc ça c'est par rapport au nombre de jours. Donc une personne qui a fait par exemple
50 jours la première année. Afin de pouvoir bénéficier de cette méthode de calcul de 425 jours, en fait, il faut qu'il attende 3 ans pour pouvoir récupérer son certificat de résidence fiscale. Exactement. Ou alors, avant de faire sa alia, cette personne avait l'habitude de venir régulièrement en Israël, parce que ce n'est pas conditionné au fait d'être citoyen. On en parle et on en va en parler plein de fois dans ce podcast. Il faut bien faire la distinction entre la résidence fiscale et la citoyenneté israélienne. C'est deux choses totalement distinctes, mais effectivement, pour pouvoir bénéficier de la résidence fiscale en Israël, on a donc 3 options. La première option, c'est 183 jours ou plus. La deuxième option, c'est 425 jours en cumulé avec un minimum de 30 jours dans l'année en question. Et la troisième option, c'est d'avoir son centre de vie et d'intérêt économique en Israël. Si, par exemple, vous n'avez plus de résidence principale à l'étranger, mais que vous avez un appartement à Tel Aviv. Ou bien si vous n'avez pas fait votre nombre de jours, mais votre épouse, elle, l'a fait. Ou bien vous avez vos enfants qui sont scolarisés en Israël et vous faites un petit peu le va-et-vient entre Israël, Paris, Londres et New York parce que vous avez des enfants un petit peu partout dans le monde. Eh bien, Israël se réserve un troisième tiroir, une troisième solution de repli pour quand même continuer à vous considérer comme résident fiscal israélien avec toutes les conséquences que cela implique. Donc si on résume, en fait, ce critère-là, c'est un critère subjectif, c'est en fonction de la situation de la personne, de sa femme, de ses enfants. Le premier critère, c'est objectif. On voit le nombre de jours, des entrées et sorties. C'est comme ça que les impôts aiment bien définir critère objectif, critère subjectif. Maintenant, dans le critère subjectif, parce que c'est important de revenir là-dessus, il y a, on appelle ça en hébreu, le merkaz chaim. C'est le centre de vie. Lorsqu'on dit centre de vie, mais une personne qui travaille beaucoup en France, il peut quand même avoir son centre de vie en Israël ? Il peut avoir son centre de vie en Israël si, par exemple, je répète, son épouse est là, les enfants sont scolarisés ici, il passe les fêtes. C'est sorti dans plusieurs jurisprudences. Il passe les fêtes juives en Israël, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah. Si dans les dates qui comptent, pour reprendre l'expression de la jurisprudence, si dans les dates qui comptent, cette personne-là est en Israël, Israël se réserve le droit de le considérer comme résident fiscal israélien. On va voir un petit peu plus tard dans ce podcast à quoi ça sert d'être considéré comme résident fiscal israélien. Oui, mais donc par rapport au nombre de jours, il y a plein de personnes qui font pas 183 jours dans aucun pays, quoi. Par exemple, on a l'exemple des retraités qui voyagent un petit peu. Il suffit qu'il ait son fils aux États-Unis, qu'il aime jouer au golf en Espagne ou qu'il va sur la côte pour les vacances. On peut aussi définir quel est le pays, en fait, où on a passé le plus de jours. C'est compliqué, c'est des dossiers qui sont compliqués. C'est possible, effectivement, mais là, il faut avoir les bonnes relations aux impôts, à l'administration fiscale, savoir défendre son dossier. Dans plusieurs cas, les personnes qui font leur alia veulent être considérées comme résidents fiscaux israéliens, notamment pour plein de raisons, on va en parler rapidement, mais par rapport à la banque, déjà à la banque en Israël, pour être listé comme un résident fiscal israélien et sortir le compte bancaire de la liste des clients étrangers. Je vous rappelle que depuis 2017, il y a un échange d'informations automatique, échange d'informations bancaires automatique entre Israël et les pays membres de l'OCDE. Donc, si vous voulez éviter que la France, par exemple, reçoive vos informations sur vos salaires en Israël, vos dividendes, etc. en Israël, eh bien, c'est très important d'obtenir ce certificat de résidence fiscale. Il y a une deuxième option, puisque tu parlais des retraités. Très souvent, la caisse de retraite qui va prélever à la source l'impôt en France, par exemple, vous pouvez leur signaler que vous n'êtes plus résident fiscal français. À ce moment-là, si c'est une retraite de la fonction privée, il n'y a plus d'impôt français qui s'applique. Et une des conditions de la caisse de retraite en question pour arrêter de vous prélever à la source, ça va être de recevoir effectivement un certificat de résidence de votre pays de résidence, donc en l'occurrence d'Israël. Ok, donc en fait, si une personne habite en Israël, est retraitée en France et veut prouver à la caisse de retraite qu'elle est résidente fiscale israélienne, elle doit en fait attendre 1 an. Donc l'argent qui a été pris à la source par la caisse de retraite française, il est récupérable, il n'est pas récupérable? Il est récupérable, il y a des procédures pour ça. Il faut savoir qu'il faut faire la démarche dans les 3 ans qui suivent le prélèvement. Donc n'attendez pas des années avant de vous signaler à votre caisse de retraite. Trop souvent, on a des personnes, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais je remets une petite couche là-dessus. Il y a trop souvent des personnes qui attendent avant de se déconnecter fiscalement de France parce qu'ils ne savent pas, etc. Si vous voulez pouvoir éviter d'être prélevé à la source sur vos impôts, par exemple sur la retraite, mais ça peut également être le cas sur des dividendes. Par exemple, vous êtes dirigeant d'une entreprise française en SAS. Le régime de la fiscalité sur une SAS, c'est 30% d'impôts retenus à la source en France. Les 30% se composent de la manière suivante. 12,8% c'est les impôts, ce qu'on appelle le PFU, et les 17,2% restants, c'est les cotisations CSG, CRDS. Ce qui veut dire que c'est de cotisations sociales qui doivent être payées à la France. Quand vous n'êtes plus résident fiscal français, ces cotisations sautent.
pour pouvoir faire sauter ces cotisations et donc bénéficier d'une imposition sur les dividendes à 12,8% au lieu de 30%, eh bien, il est nécessaire de se déconnecter fiscalement de France et de fournir un certificat de résidence fiscale israélienne. Et il faut très souvent également fournir un CERFA 5000 lorsque vous allez payer le dividende, lorsque votre société va distribuer le dividende. Ces deux documents sont octroyés par le fisc israélien sur les critères de résidence. Ce n'est pas n'importe qui peut les obtenir. Il faut être résident fiscal israélien pour pouvoir bénéficier de ces documents. Donc c'est très important d'être résident fiscal. C'est très important d'informer la caisse retraite que nous ne sommes plus résidents fiscaux français pour ne pas être imposés à la source. Et aussi les placements financiers. Les placements, il y a beaucoup, on a vu énormément d'Israéliens qui viennent en Israël et qui vont ouvrir un compte en Suisse, légal bien entendu, avec leur résidence fiscale israélienne. La Suisse, étant donné qu'ils ne sont pas résidents fiscaux suisses, ne les impose pas à la source, mais ils doivent être déclarés ou imposés en Israël, normalement. Donc la question c'est, par rapport à la Suisse qui ne va pas les imposer, est-ce qu'en Israël, ils vont être imposés sur ces placements financiers ? Alors en Israël, dans les 10 années qui suivent leur alia, ils ne sont pas imposables. Il n'y a pas d'imposition aujourd'hui en Israël sur les revenus qui sont générés à l'étranger. J'en profite ici pour rappeler qu'il y a un projet de loi en cours qui va mettre une obligation de déclarer les revenus à l'étranger, mais ils ne seront pas imposés. Et c'est très important de pouvoir fournir ce certificat de résidence fiscale à l'établissement bancaire étranger, que ce soit en Suisse, ou bien je sais que les Français sont friands du Luxembourg. Ils le demandent. Ouais, de toute façon, les Suisses, je sais, on a l'habitude, c'est toujours pour la banque, pour la Julius, pour... Julius Baer, Pictet, on vous connaît. Ça arrive tout le temps. Donc en fait, je vais m'arrêter sur un point qui est important. Étant donné que tu as parlé de l'échange d'informations automatiques entre les pays, donc en étant israélien en Suisse, la Suisse va transférer à Israël les informations de ce résident fiscal. Mais selon ce que tu dis pendant les 10 premières années, en fait, on n'a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Pendant les 10 premières années, Israël va vous considérer comme ce qu'on appelle Toshal Israël Larishona, c'est-à-dire résident fiscal israélien pour la première fois dans le pays. Et selon l'article 14 et 97b du Code général des impôts en Israël, vous bénéficiez de 10 ans d'exonération en Israël sur les revenus, ce type de revenus-là, ce qu'on appelle les revenus mobiliers, donc les dividendes, les intérêts, les plus-values, les obligations et tout ce qui découle de vos placements financiers. Donc c'est super important d'avoir ce certificat ou de pouvoir prouver une résidence fiscale israélienne pour pouvoir être non seulement exonéré et ne pas payer d'impôts déjà dans le pays étranger à Israël, mais par contre on a parlé des retraités, on va quand même donner une petite astuce aux retraités. Des fois, et tu as dû avoir l'habitude de voir des retraités qui sont inquiétés par rapport au nombre de jours, il ne faut pas des fois seulement regarder le nombre de jours passés en Israël, il faut voir également les pays étrangers. En fait, les impôts, ils aiment bien dire ça en hébreu, c'est comme une ouga, un gâteau. On voit les parts de ce gâteau-là, dans quel pays on a passé le plus, et ça peut être un atout qui est super important lorsqu'on veut démontrer ce Merkaz Chaim qui est le centre de vie. Tout à fait, il y a parfois des retraités qui ont des retraites importantes, et le fait de se déconnecter fiscalement de France leur donne droit à donc une exemption, une exonération fiscale pendant 10 ans. Mais effectivement, ces personnes-là peuvent peut-être jouer sur plusieurs pays en fonction de où se sont installés les enfants, comme on l'a expliqué. Eh bien, dans ces cas-là spécifiques, c'est important de pouvoir tracer la résidence. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommande de garder les billets d'avion, de garder éventuellement les destinations qui ont été visitées année par année. Le fisc israélien ne va pas venir vous le demander systématiquement, mais à partir du moment où vous allez les consulter, vous allez leur demander d'obtenir un certificat qui va donc nécessiter une émission de documents de leur part, eh bien cette émission de documents, une fois qu'ils l'ont donnée, ils ne peuvent plus la retirer. Donc ils vont vraiment vérifier si vous êtes résident fiscal israélien en sachant tous les avantages que cela vous accorde. Si jamais on n'a pas fait les 183 jours ou les 425 jours et qu'on doit prouver un centre de vie, là il faut essayer d'amener le maximum de justificatifs pour prouver qu'en fait le pays principal c'était Israël et non un autre pays. Voilà, Israël regarde toujours le fait de quel pays est-ce que vous voyez, vous considérez comme résident fiscal israélien. On a eu un exemple d'un joueur de poker. Ouais, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est marrant. je t'ai vu venir. Ouais. On avait un exemple d'un joueur de poker qui passait, je crois que c'était 35 jours par an en Israël, et le reste du temps, il faisait des tournois un peu partout, il voyait Bruel, il voyait tout le monde, et au fur et à mesure, eh bien, Israël a quand même réussi à
considérer ce résident, ce joueur de poker, comme résident fiscal israélien et à l'imposer sur ses revenus mondiaux, sur ses gains au poker. On perd pas toujours au poker. Parfois, on gagne. Lui, il gagnait et il s'est fait Et ce qui était fou dans ce cas, en plus, c'est une activité qui n'existe pas en Israël. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. C'est une activité légale. Ça veut dire, ils ont réussi à imposer une personne qui a passé un peu plus que 30 jours en Israël. Et je sais pas si tu te souviens, quels ont été les arguments du fisc? C'était une acquisition d'un appartement en Israël et qu'il transférait tous ses bénéfices en Israël sur le compte d'une banque, de la banque Apoalim. Donc, par rapport à Israël, donc, à la fin, on envoie l'argent dans le pays où on compte vraiment après résider. Mais par contre, ils avaient dit dans cette petite jurisprudence, ils avaient dit que s'il avait passé moins que 30 jours en Israël. Voilà, il n'y aurait pas eu d'effet levier. Là, on aurait pu le considérer comme résident étranger. Donc, c'est très important. On va pas vous conseiller de passer 30 jours. Il faut pas oublier que c'était quand même un Israélien à la base. Vous venez dans un nouveau pays. Il faut essayer de passer le maximum de temps et être en mesure de ramener tous les justificatifs pour trouver un centre de vie en Israël. Ne pas faire de zigzag. Restez, si vous avez déterminé que vous êtes résident fiscal israélien, n'oubliez pas de passer suffisamment de jours pour que l'obtention du certificat soit simple, soit facile. Et je vous recommande vraiment chaque année d'aller chercher ce certificat de résidence. Nous, c'est une procédure qu'on fait au bureau, dont on s'occupe. C'est vraiment primordial pour plusieurs raisons. D'abord vis-à-vis des administrations étrangères et même vis-à-vis du fisc israélien. Les directeurs changent, l'ambiance au sein des impôts change. Parfois, les directives d'un directeur peuvent être amenées à être modifiées par la suite. Les conditions peuvent être un petit peu plus restrictives dans le futur. Si vous êtes en possession d'un document édité par l'administration fiscale israélienne, bien souvent, ça va jouer en votre faveur. Donc, hormis en fait le volet administratif pour les pays étrangers, il y a aussi le côté fiscal en Israël, que ça sécurise vraiment la fiscalité de la personne. Et je peux même rajouter, même par rapport aux banques, quand les banques, des fois, ont un doute, est-ce que cette personne est israélienne ou pas, est-ce qu'elle doit échanger des informations ou non, d'être en mesure de leur fournir 5, 10, 6 certificats de résidence fiscaux, ça appuie énormément la fiscalité de la personne, la résidence de la personne. Si les impôts l'ont considéré comme résident fiscal israélien, eh ben, il est résident fiscal israélien. Bien sûr, c'est à chaque fois que vous allez demander un certificat de résidence à l'administration fiscale israélienne, c'est ce que j'appelle un point de rencontre. Vous allez en fait rencontrer l'administration fiscale israélienne, leur demander d'auditer, de vérifier votre dossier, et en fonction de leur appréciation de votre dossier, ils vont déterminer si oui ou non vous êtes résident fiscal israélien. Cette position-là, ensuite, si une banque demain vient vous chercher un petit peu les poux et vous menacez de transmettre ces informations à l'administration fiscale étrangère, eh bien, en possession de ce document-là, a priori, les chances sont quand même de votre côté. Ok, donc super. Donc si on résume en fait ce sujet-là, c'est on a passé 1 an en Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'a pas vraiment d'activité, on ne va pas vraiment rentrer maintenant dans quelles sont les déclarations imposables, etc. Si on n'a pas vraiment d'activité en Israël, quelque chose qui peut sécuriser la résidence fiscale, c'est d'obtenir ce certificat de résidence fiscale qui nous permettra de prouver qu'on est vraiment résident fiscal israélien. Mais, bien entendu, comme tu l'as répété, c'est super important de le répéter si on s'est déconnecté fiscalement de France. Parce que même si on a passé 360 jours en Israël, mais qu'on est toujours résident fiscal français, eh ben la France continuera à considérer cette personne comme résident fiscal français. Et oui, puisque la France, elle, n'a pas accès à vos nombres de jours et que elle va se rattacher à son examen, à son critère primordial, qui est le centre de vie économique, le centre de vie financier. Et si vous continuez à percevoir des revenus uniquement de sources françaises, aux yeux du droit français, vous pouvez être embêté si vous n'êtes pas en mesure de fournir un certificat de résidence fiscale d'un autre pays. Là, c'était le résumé pour ce podcast-là. Dans les prochains podcasts, on va aborder un sujet qui est la suite logique de tout ce qu'on fait depuis le départ. C'est une fois que vous êtes en Israël et que vous travaillez depuis Israël, que vous résidez en Israël, eh bien, quelle est l'imposition qui s'applique? Est-ce que le fameux mythe de « je ne paye pas d'impôts pendant 10 ans » existe vraiment? Ou bien est-ce qu'il y a quand même quelques accommodations et quelques aménagements à mettre en place? Et puis, on vous fera part de nos recommandations si vous êtes dirigeant de société. On va vous donner quelques petits conseils à mettre en place pour optimiser dans la légalité votre fiscalité et votre imposition mondiale. Oui, en plus, de toute façon, les exemples que tu as donnés, c'était des exemples de revenus passifs. On parlait d'une retraite, on parlait d'un placement financier, on parlait de dividendes, j'ai bien compris. Donc, dans les prochains épisodes, on parlera des revenus actifs. Voilà. Est-ce qu'ils sont générés d'Israël ou non? Bon, merci beaucoup Nathaniel. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Pour ne rater aucun de nos épisodes, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner au podcast et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt.